Et voilà, si vous êtes en train de me regarder, de nous regarder, de regarder Les Incorrectibles, eh bien c'est que vous avez fait le bon switch de canal puisque nous avons basculé, mon cher Christian Perron, sur Getter où je peux vous assurer que jusqu'à la fin de cette émission, eh bien il n'y aura pas la possibilité d'une seule censure. Donc nous poursuivons cet entretien. Ce qui est intéressant, avant de revenir à cette crise qui nous touche actuellement, c'est que si j'osais justement, tous ces médecins que vous dénoncez, enfin pour la plupart qu'on voit sur les plateaux télé, vous les avez connus très jeunes, hein, pour pas dire, vous en avez eu en étudiant certains, je dans vos les ai connus services. en culotte courte, bien sûr. Et comme j'ai été pendant des années le président du jury en France, comme je présidais le collège national des professeurs d'infectiologie, j'étais président de ce qu'on appelle le Conseil national des universités pour ma discipline. C'est-à-dire que j'étais le président du jury qui nommait les nouveaux professeurs. Donc il y en a plein que j'ai nommés, où j'ai participé à leur nomination. Donc je les connais très bien. Même avant, alors ceux que j'ai pas connus. Et ces gens-là vous ont tourné le dos plusieurs années plus Avant, tard? ils m'adoraient, mais maintenant, je suis un paria. Et même Jean-François Delfrécy, qui est le professeur de médecine interne, immunologie, là, qui est président du conseil scientifique à l'Élysée, moi, je l'ai connu interne en 1978. C'était avant de partir au service militaire ou au service civil en coopération au Maroc. Donc, moi, j'étais vieil étudiant, je l'ai remplacé. Donc vous n'avez plus aucun rapport, par exemple, avec lui? Si, je l'ai appelé récemment pour lui dire, Jean-François, on n'est pas d'accord, mais moi, je demande un débat public. Parce que le conseil scientifique de l'Élysée prend des mesures totalement irrationnelles. On va y revenir, on va y revenir. Mais sans donner aucune preuve de ce qu'ils avancent, et avec des décisions qui ne reposent pas sur des données scientifiques. Moi, je lui ai dit, OK, je veux un débat public avec les données scientifiques. Et qu'est-ce qu'il vous répond? Ah ben non, tout va bien, les Français sont sereins, la vaccination marche très bien, il n'y a aucun problème. Il a refusé le débat. Et quand on refuse le débat dans une démocratie, c'est que la démocratie est très malade. Parce que, je suis désolé, la science, on doit accepter la contradiction. Je ne dis pas que j'ai raison, que lui a raison. Je dis, on se met autour d'une table, s'il ne veut pas être tout seul, il peut venir avec d'autres, moi je peux venir avec d'autres. Et on met sur la table toutes les données scientifiques. Moi je suis très à l'aise parce que tout ce que je dis depuis le début de la crise, c'est complètement prouvé, et tout ce que j'ai dit maintenant, avec le recul, je vois que j'ai eu 100% raison quasiment sur tout. Évidemment, ils ne supportent pas, alors ils disent, comme ils peuvent m'opposer aucun argument scientifique, quelquefois j'ai été démoli dans certains médias, eh ben, ils disent, oui, Perron a pété les plombs, Perron est complotiste, mais ils ne m'opposent jamais un seul argument. Moi, quand je donne des faits, je suis allé à la télé encore récemment, j'ai donné des faits sur la Grande-Bretagne, c'est des faits qu'on ne peut pas récuser. Et d'ailleurs, personne n'a récusé ce que j'avais dit. On a dit, non, Perron a dit n'importe quoi. Donc ça veut dire que là, c'est très grave. C'est-à-dire que quand un pays qui se dit démocratique n'accepte plus le débat contradictoire, et c'est terrible parce que, regardez, il y a le Conseil scientifique, le Conseil de défense, bon, l'Assemblée nationale est aux ordres. Il y a un tout petit groupe, ils ne sont même pas une dizaine à décider de la santé des Français, à décider de martyriser nos enfants dans les écoles avec des masques et maintenant peut-être des vaccins. C'est absolument ignoble. Et ça repose sur une dizaine de personnes qui n'ont de compte à rendre à personne, toutes leurs décisions ne reposent sur aucune donnée scientifique qui me montre les données. Moi, j'ai demandé l'autre jour dans un média au gouvernement, donnez-moi les données pour faire 3 doses de vaccin. Il y en a 0. Donnez-moi les données pour en faire 4. Et quand le président Macron a dit qu'il faut en faire un rappel tous les 4 mois, et il n'y a aucune donnée. Rien. C'est que de la décision politique. Et ça, c'est très grave. Mais comment vous l'expliquez, ça? Parce que y a des grands leaders d'opinion qui sont totalement corrompus et achetés par l'industrie pharmaceutique. Alors, ce n'est pas tous les médecins, heureusement, j'ai beaucoup de collègues très intègres, mais après, les autres suivent le mouvement. Parce que c'est dur de sortir du troupeau. Moi, je peux me le permettre, je suis en fin de carrière. Mais un jeune aujourd'hui, j'en ai eu dans mon service, au début, ils étaient à fond pour moi. On a sauvé beaucoup de gens avec l'hydroxychloroquine, on avait les meilleurs. Ah, ça, beaucoup de gens vous le contestent. Hein, peut-être, mais si on regarde, c'est à Gare, chez l'IHU de Marseille, qu'on a les taux de mortalité les plus faibles. Bon, c'est comme ça, j'y peux rien, c'est des faits. Et tous les jeunes dans mon service étaient à fond pour moi. Ils ont reçu tellement de coups de fil, de pression, de menaces du ministère, de l'assistance publique, des infectiologues, de tout le monde. Ils ont eu peur, on leur a dit, ne reste pas avec ce charlatan Perron. Vous avez eu des menaces physiques? Non, pas moi, non, jamais. Mais il y a eu des menaces verbales sur mes jeunes assistants pour leur dire, si tu restes avec Perron, ta carrière est foutue. Donc ils se sont barrés. Je me suis retrouvé, après la première vague, qui était la vraie vague, parce que maintenant c'est des vaguelettes. Mais
Il y a quand même eu une pression sur les jeunes qui était absolument ignoble. Alors que c'était des bons médecins à la base, qui me croyaient, qui me suivaient, qui avaient constaté par eux-mêmes que les résultats... Même les infirmières, les aides-soignants de mon service disaient ben, c'est génial, depuis qu'on utilise l'hydroxychloroquine, on passe beaucoup moins de patients en réanimation. Ils le voyaient tous les jours, parce que c'est eux qui transféraient les patients. Et puis d'un seul coup, on n'a plus le droit de le faire, c'est devenu presque diabolique. Et c'est le délire total, parce qu'on regarde maintenant dans le monde, ben, les pays où il n'y a plus de pandémie, même c'est l'Inde actuellement, hein, presque 1,4 milliard d'individus, depuis qu'ils n'utilisent plus les inoculations soi-disant vaccinales et qui traitent tout le monde par l'ivermectine, et l'épidémie se termine. Donc on a grandeur nature dans le monde entier la preuve que les traitements précoces marchent, mais il faut les donner précocement. Donc ils auraient dû être donnés tout de suite aux médecins de ville et pas dire on l'interdit en ville, et quand les malades agonisent à l'hôpital avant de passer en réanimation, bon, sous certaines réserves, on accepte d'en donner un peu. Mais et là, il est trop tard. C'est trop tard dans la plupart des cas. Ça a sauvé quelques personnes, mais c'était trop tard. Et ça, on le voit. Il suffit de comparer les chiffres. Moi, ce qui m'affole, c'est que mes collègues, pour qui j'avais beaucoup d'estime, j'étais très ami, ils sont des gens intelligents qui ont fait beaucoup d'études. Comment ils ne peuvent pas voir ça par eux-mêmes? Même je vois des gens qui n'ont pas fait d'études, ils le voient. Ils regardent, il y a des gens qui sont curieux, qui regardent... Mais comment vous expliquez qu'il n'y ait pas d'autres médecins, j'allais dire, excusez-moi d'être peut-être un peu irrespectueux en fin de carrière comme vous, qui soient également d'accord avec vous? Or, il n'y en a pas beaucoup qui vous soutiennent. Parce que c'est dur de sortir du troupeau. Ils ont peur des menaces. Il y en a, on leur a donné la Légion d'honneur, il y en a, on leur a donné plein d'avantages. Et puis ils ont toujours, certains, je ne dis pas tous, je ne citerai pas de nom, qui ont encore des avantages absolument énormes de l'industrie pharmaceutique en termes financiers. Et puis ils ne veulent pas se priver de tout ça. Parce que s'ils ouvrent leur petite bouche, bah, du jour au lendemain, ils sont virés. Ce fameux conflit d'intérêts dont vous parlez. Ah ben c'est énorme. Oui. Je rappelle que ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'ONU. L'industrie pharmaceutique est la première cause de corruption dans le monde entier, avant le bâtiment travaux publics, les armes, etc. Donc c'est absolument colossal la corruption en matière de médicaments. Et si on regarde, moi, ce qui me désole, c'est que quand vous regardez, alors, je suis d'accord que tout, ça peut être un peu tout et n'importe quoi, mais depuis des siècles, des millénaires, les hommes se sont soignés à base de plantes, à base de produits naturels, à base de... Et ça marchait très bien dans certains cas, mais ça n'avait pas été publié dans le Lancet ou dans le New England Journal of Medicine à l'époque. Et d'ailleurs, quand moi j'ai suivi les cours de l'Institut Pasteur comme élève dans les années 80, nos vieux maîtres à l'Institut Pasteur nous enseignaient ça, l'activité antimicrobiologique des plantes. Et tout ça a disparu après la Deuxième Guerre mondiale, parce que Big Pharma a imposé, ça a commencé juste après la Deuxième Guerre mondiale, puis ça s'est amplifié et ça s'est aggravé dans les années 70-80, a voulu supprimer de la médecine tout ce qui n'était pas médicaments brevetables. Et ça a été dramatique, parce qu'on a supprimé toutes les méthodes alternatives. Même quand je vois maintenant, j'ai vu sur Internet récemment que des associations interministérielles veulent condamner les clubs de yoga, les clubs de méditation, les gens qui modifient leur alimentation pour manger davantage des fruits et des légumes crus, ce qui est très bon pour la santé, mais qu'après qui ridiculisent tout ça avec des propos incohérents. On s'aperçoit que tout ce qui n'est pas pour promouvoir des médicaments avec des brevets qui rapportent des centaines, des milliards d'euros à l'industrie pharmaceutique, maintenant est censuré en médecine. Et ce qui est très grave, c'est que ça a colonisé les facultés de médecine, ça a colonisé les grands journaux médicaux, parce que c'est pas moi qui le dis, moi je l'ai mis dans mon livre, ça j'avais écrit il y a plusieurs années un livre, La vérité sur la maladie de Lyme, aux éditions d'Il Jacob, et je raconte tout ça. À l'époque, déjà, les rédacteurs en chef du New England Journal of Medicine, qui est le plus grand journal médical, en tout cas médical clinique, après il y a des journaux plus fondamentaux, mais le New England, c'est le grand journal médical mondial, le deuxième c'est le Lancet. Et leurs rédacteurs en chef eux-mêmes ont avoué qu'ils touchaient beaucoup d'argent de l'industrie, que la moitié des papiers, c'est-à-dire des articles promus par l'industrie dans leurs journaux étaient quelquefois biaisés, voire frauduleux. Ils l'avouaient eux-mêmes. Il y en a dans le New England Journal of Medicine, il y a 2 ou 3 qui ont démissionné, qui ont fait des articles. Alors, celui qui m'étonne, c'est celui du Lancet, Richard Horton, parce qu'il a fait un pamphlet
très virulent contre son journal il y a quelques années en disant c'est un scandale, j'ai honte que les étudiants apprennent la médecine dans mon journal. Et il est toujours là et c'est lui qui a cautionné les études frauduleuses du Lancet avec la chloroquine, puis d'autres après. Donc moi, je n'ai plus confiance dans ces grands journaux. C'est très important ça, parce que moi, quand je dis à mes collègues, tu sais, moi, j'ai soigné des milliers de patients avec la maladie de Lyme, voilà, j'ai 80% de bons résultats. Ils me regardent, ils me disent, c'est pas publié dans le Lancet, donc ça n'a aucune valeur. Je dis, oui, mais si je veux publier dans le Lancet, tous ces comités de rédaction sont noyautés, je ne peux pas publier sur la maladie de Lyme, c'est impossible. Donc, heureusement, je suis tenace, j'ai publié dans des journaux peut-être moins cotés, mais c'est quand même des journaux référencés, on peut lire les articles. Et ça prouve la déviation et la contamination cérébrale de mes collègues, c'est qu'on leur a inculqué que si quelque chose n'était pas publié dans un grand journal, et on sait que ces journaux maintenant, c'est eux-mêmes qui le disent, sont corrompus, ça n'existe pas. Et ça, c'est très, très grave en médecine, très grave. J'ai peur pour l'évolution de la médecine qui devient totalement automatisée. Alors justement, parlons-en de cette médecine et encore une fois, revenons à cette passion que vous avez pour les maladies infectieuses. Outre celles liées au Covid-19, quelles sont les épidémies, les maladies qui vous ont vraiment marqué au cours de votre carrière? Professeur Perron, bon, vous parliez de la maladie de Lyme, est-ce qu'il y en a eu d'autres? Qu'est-ce que c'est là la particulière? Avant la première, c'était... je démarrais, bien entendu. J'étais jeune chef de clinique en 85 dans l'ancien hôpital Claude Bernard, qui n'est pas l'hôpital Bichat Claude Bernard actuel, qui n'a rien à voir. L'apparition du sida, peut-être, c'est peut-être celle-là. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. En 80, j'avais déjà connu quelques cas quand j'étais interne, mais ce n'était pas encore très connu. Quand je suis arrivé en 85 à l'hôpital Claude Bernard, c'était le boom de l'épidémie de sida. Et ça a été traumatisant parce qu'on voyait des gens mourir toutes les semaines. C'est quoi la différence et les points communs entre justement ces autres épidémies, notamment celle du sida, et puis bon, celle qu'on vit aujourd'hui, qui n'a évidemment rien à voir? Avant, on voyait des cas de paludisme, de fièvre typhoïde, de tuberculose. Enfin, c'était gentillet. On guérissait les gens. C'était pas comme ça, on n'avait pas un afflux de malades qui mouraient toutes les semaines. Là, c'était un traumatisme pour moi qui était jeune et puis pour tout le monde dans le service, même les soignants, les infirmiers, les aides-soignants, de voir. Puis on s'attache à ces malades qui ne meurent pas tout de suite, parce qu'à l'époque, ils revenaient plusieurs semaines, plusieurs mois dans le service. Et toutes les semaines, on en perdait. Je peux vous dire, c'était très traumatisant et on était impuissants parce qu'il n'y avait pas de médicaments à l'époque. On pouvait les améliorer un peu, traiter certaines infections. Et ça, c'est sûr que ça nous a tous marqués. C'était violent. Bon, maintenant, heureusement, le sida n'est plus ce qu'il était. Il y a des traitements et les gens vivent. Le virus n'est pas éradiqué, mais enfin, je dirais, les gens vivent bien avec leur virus, ils suivent bien les traitements. Les trithérapies. Voilà. Alors, après, il y a eu la tuberculose, ça m'a toujours passionné, puis je m'en suis occupé aussi. Et puis après, la maladie de Lyme, je me suis occupé aussi un petit peu de l'hépatite C. Pour le VIH, donc l'infection à VIH, comme Jacques Lebovitch, malheureusement, il est décédé en mars 2020, juste quelques jours. À son enterrement à Père-Lachaise, c'était rempli, parce qu'à mon avis, Jacques Lebovitch aurait dû avoir partagé le prix Nobel avec Montagnier sur la découverte du VIH. Parce que même Montagnier m'a reconnu, si Lebovitch n'avait pas été là, on n'aurait pas trouvé le virus. Mais comme Lebovitch avait un sale caractère, il était un peu marginalisé. Moi, quand je dis ça, je le dis avec affection, parce que je l'adorais, mais il n'était pas facile. Et il a pas mal insulté les collègues, il s'est fait totalement marginaliser. Mais avec Jacques Lebovitch, c'était un lui génie. aussi marginalisé. Voilà, oui, mais les génies sont souvent marginalisés. Il avait montré qu'on pouvait traiter 4 jours par semaine des malades VIH à la phase d'entretien, pas à la phase aiguë où il faut taper sur le virus, mais quand le virus est mis au tapis, après on peut alléger le traitement. 4 jours par semaine, quand on a dit ça, c'était le tollé, on s'est fait insulter. Finalement, on a réussi avec l'Agence nationale de recherche sur le sida à faire des études qui ont confirmé que ça marchait. Mais Lebovitch était déjà bien en avance, parce qu'avant de décéder, il faisait déjà 2 jours par semaine. Et moi, je connais des patients à lui qui sont même à 1 jour par semaine. Et alors ça a été terrible parce que 1 jour par semaine au lieu de 7, pour l'industrie pharmaceutique, c'est diviser les profits par 7. Quand c'est des milliards d'euros, de dollars, vous imaginez qu'ils ont freiné les cas de fer. Alors, parce qu'on leur a tordu le bras à l'Agence nationale de recherche sur le sida, ils ont accepté un petit peu de faire des études qui ont totalement prouvé ce qu'on racontait, mais finalement,
personne n'a fait une conférence de consensus pour dire ben maintenant, voilà, c'est prouvé, maintenant le traitement allégé marche, on allège les traitements. Personne. Parce que malheureusement, dans les commissions, beaucoup ont des conflits d'intérêts majeurs avec les industriels qui ont dit nous, l'allègement de Lebovitch, on ne veut pas en entendre parler. Et je sais que Jacques Lebovitch, ça l'a miné. Parce qu'il savait, moi je savais qu'il avait raison. Et on a enterré en beauté son idée géniale pour les profits de l'industrie pharmaceutique. Et ça, c'est très choquant. Alors justement, Christian Perron, revenons encore une fois cette fois à vous, s'il vous plaît. Vous êtes, je le disais, professeur de médecine. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de ce milieu qui reste opaque pour beaucoup de ceux qui nous regardent. D'abord, comment devient-on professeur de médecine et à quoi correspond véritablement ce grade ou cette distinction? Ça doit être le parcours du combattant pour l'avoir. Oui, alors, peut-être une vingtaine d'années avant que je sois étudiant, souvent, c'était un peu une caste, c'était les fils de professeurs qui devenaient professeurs. Les examens, c'était des oraux, on favorisait le fils de machin, etc. Moi, quand je suis arrivé, c'était des examens, c'était anonyme. Déjà pour le concours de l'internat, c'était beaucoup. C'est un milieu très fermé, donc, à ce niveau-là. Mais à l'époque, tout le monde avait envie d'être professeur. Maintenant, les jeunes collègues ne veulent plus être professeurs parce qu'on ne gagne pas beaucoup et on est emmerdé. Mais à l'époque, c'était quelque chose de prestigieux. Donc, il fallait avoir la foi parce que quand on était... Emmerdé pas par le président de la République, là. Non, emmerdé parce qu'ils ne gagnent pas beaucoup, qu'ils n'ont plus de moyens, alors qu'avant, que l'administration leur pisse au cul. Moi, je le dis clairement, quand je suis arrivé à Garches comme professeur en 1994, il y avait une directrice merveilleuse, Madame Quesada, qui avait une relation très, je dirais, courtoise et même amicale avec les professeurs. On partageait un petit peu les décisions dans l'hôpital. Il y avait un partage entre l'administration et les médecins. Et depuis la loi HPST, c'est une horreur. Maintenant, les directeurs qui se sont succédés, je le dis clairement, m'ont pissé au cul. C'est-à-dire que moi, si je disais quelque chose, on ne m'écoutait pas. Monsieur Perron, bon, allez, taisez-vous, allez-vous à la niche. Sarkozy a dit les médecins à la niche. Et ça, c'est insupportable. Parce qu'on voit dans quel état ils ont mis l'hôpital public. C'est désastreux. Et malheureusement, beaucoup de médecins hospitaliers, parce qu'on leur met une petite carotte et tout ça, se sont couchés devant l'administration. Moi, je ne me suis jamais couché. Bon. C'est peut-être mon tort. Donc, pour revenir à votre question, c'était sur... C'était devenir professeur, c'était le parcours du combattant. Devenir professeur, il fallait avoir la foi parce qu'il fallait beaucoup travailler, en plus du travail clinique, de voir les malades tous les jours, faire des travaux de recherche, faire une thèse de sciences en plus de la thèse de médecine. Donc, c'était un investissement majeur. Bon, moi, je l'ai fait avec passion, mais maintenant, je sais que les jeunes n'ont plus envie. Et, quand ils voient que dans une clinique privée, on peut gagner 3 fois ce qu'ils gagnent comme professeur, ou 3 fois, ça peut être bien plus, ils n'ont plus envie de se casser la tête dans les contraintes d'enseignement. L'enseignement est devenu complètement stupide à la faculté, avec encore des intellectuels qui ont voulu réformer l'enseignement. Alors, il n'y a pas qu'en médecine, hein. Bon, maintenant, l'enseignement, ça ne veut plus rien dire. Les gens apprennent par cœur dans des bouquins, des QCM, des questions, vous savez, à choix multiples. C'est plus l'enseignement de la médecine. Moi, j'ai connu les anciens professeurs dans les amphis qui nous transmettaient leur expérience des maladies avec leur vécu. C'était ça le vrai enseignement. Ce n'est pas ces enseignements je dirais, de merde qu'on a aujourd'hui. En plus, alors avec le Covid, c'est tout sur Internet, sur Zoom. Moi, j'ai discuté le dernier cours que j'ai fait par Zoom l'année dernière avec les premières années. On a parlé du cours parce qu'ils avaient déjà vu le cours avant. On a fait plein de questions, mais après, ils me parlaient de leur malaise, je sais que dans ma faculté, puis c'est pareil dans toutes les facultés, il y avait 30% l'année dernière des étudiants qui voulaient arrêter médecine, qui étaient déprimés, parce que comment vous voulez apprendre la médecine enfermé chez vous? En télétravail. En regardant tous les cours sur Internet, sans pouvoir poser une question au prof, sans voir les copains, sans aller boire un café, aller au cinéma, s'aérer l'esprit. Et les jeunes aujourd'hui, d'abord, ils ont perdu beaucoup en niveau d'acquisition. On le voit, c'est des publications internationales qui le disent, c'est pas moi qui le dis, parce qu'on ne peut pas travailler correctement comme ça dans ces conditions. Et en plus, j'ai appris ça. Ça ne m'a pas trop surpris, mais ça vient de ma faculté, parce que le doyen de la faculté de médecine... De quelle faculté, là? Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines. Et apparemment, il y aurait les étudiants auraient fraudé pour les examens, parce que comme tous les examens, ils les font chez eux sur Internet,
Alors apparemment, les étudiants s'est peut-être regroupés pour répondre ensemble aux questions. Bon, ils se sont fait un peu piéger parce qu'ils répondaient tous la même chose. Mais on arrive dans un système délirant. Pourquoi on empêche les étudiants de venir en présentiel à la fac pour une épidémie qui ne tue plus, surtout qui ne tue plus du tout les jeunes? C'est démentiel. Et là, c'est Emmanuel Macron, c'est Jean Castex, c'est Olivier Véran, c'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministre de l'Éducation nationale qui sont coupables devant le peuple français d'imposer ça à nos jeunes. Et s'il y a eu des dérives comme ça que je condamne, parce que c'est pas bien de frauder aux examens, je dirais que ça paraît humain parce que les pauvres, ils sont enfermés chez eux, ils peuvent pas... tout le système devient ignoble. Moi, avant, j'avais des relations super sympas avec les étudiants. Ils me respectaient, moi je les respectais. Ils venaient me voir à la fin du cours, on discutait, je les aidais quand ils avaient des problèmes à comprendre ou ils voulaient des conseils pour leur carrière. Il y avait une fraternité entre les enseignants et les étudiants. Maintenant, on est derrière des Zooms, des visioconférences. L'enseignement est devenu... moi, j'en peux plus. Je pense qu'il va y avoir un retour, je l'espère, parce que si on continue comme ça, c'est mal barré pour notre jeunesse. Cette crise sanitaire, vous avez déclaré récemment qu'en 2 mois, si vous étiez au pouvoir, C'est facile. vous régleriez le problème. Il y a plein de pays qui l'ont fait. L'Inde l'a fait. L'Inde a... Donc qu'est-ce que vous feriez si vous étiez... Vous dites aux malades de s'isoler. Et s'isoler, c'est pas de se balader en famille, d'aller voir les copains partout. C'est s'isoler chez soi, même de protéger sa famille si elle n'a pas eu l'infection avant, de mettre un masque, et que la famille, ou s'ils sont à l'hôpital, que les soignants mettent un masque pour se protéger. Le masque est très utile quand on a des symptômes, qu'on crache. Le masque dans la rue, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc on a fait n'importe quoi avec les masques. Et puis, que le médecin généraliste prescrive immédiatement, même si on n'a pas encore la preuve, un traitement qui marche à quasiment 100% si on donne à titre préventif. L'ivermectine avec un antibiotique, azithromycine ou doxycycline, vitamine D, zinc, sélénium, et ça marche. Et il y a des centaines de publications. Donc qu'on arrête de dire que ça n'existe pas. C'est honteux. Et il y a une orchestration qui a été orchestrée par le NIH, qui est l'Institut de recherche aux États-Unis, par plein d'experts totalement corrompus avec l'industrie pharmaceutique, qui ont bloqué toutes les molécules qui n'avaient pas de brevet, où ils puissent faire des millions, des milliards de dollars de bénéfices. Quand on voit qu'en France, moi j'ai vu, c'était en mars 2020, tout début de l'épidémie, j'ai vu un collègue que je connais bien à l'Institut Pasteur, j'ai vu un autre collègue de Bichat que je connais bien qui est au conseil scientifique, annoncer dans les médias, voilà, on a le traitement miracle, c'est le remdesivir. Alors, remdesivir, c'est un produit toxique, on connaissait depuis longtemps, qui a jamais marché sur Ebola, qui donne des insuffisances rénales, hépatiques, qui est un produit mutagène, c'est-à-dire qui provoque des mutations, qui n'avait jamais fait aucune étude pour montrer que ça marchait. Ils ont annoncé comme ça à la télé, on a le traitement miracle. Je dis, attends, là, on se fout de la tête du monde, quoi. Et après, quand il y avait l'hydroxychloroquine, il y avait des études randomisées en Chine qui montraient que ça marchait, l'étude de Raoult, après des centaines d'études qui ont confirmé, ah ben non, là, ça ne marche pas. Quand on voit récemment Olivier Véran qui a commandé je ne sais pas combien de centaines de millions d'un nouveau médicament, et à peine il les avait achetés que de toute façon on savait que c'était un produit toxique qui ne marchait pas, et sans aucune étude. Donc quand vous voyez le ministre qui dit mais la main sur le cœur, attendez, ce médicament, il n'y a pas l'étude randomisée double aveugle avec un placebo, on ne peut pas justifier. Moi qui me montre les études sur l'inoculation des substances vaccinales, qui prouve que ça marche. Vous savez que l'étude de Pfizer initiale, il y a quand même un article dans le British Medical Journal, qui est un grand journal international, récent, où une Américaine a témoigné qu'en fait, une partie de l'étude avait été truquée. Donc c'est publié, c'est public. Donc moi, je serais ministre de la Santé, je dirais, attendez, on nous a berné avec une étude truquée, j'arrête immédiatement, on fait la pause, on demande un audit international indépendant. Rien du tout. Alors que quand l'étude du Lancet, qui était complètement truquée d'un bout à l'autre, avait dit que l'hydroxychloroquine était toxique, ben, le lendemain, le ministre disait on arrête l'hydroxychloroquine, c'est interdit. Et après, quand l'étude, le Lancet a reconnu que c'était frauduleux, il n'a pas changé sa politique. Donc là, je dis, quand un ministre ne suit pas la science, et qu'un conseil scientifique... Un ministre de surcroît médecin. De surcroît médecin. Mais qui n'a peut-être pas exercé depuis un petit bout de temps. Il n'a pas dû exercer beaucoup. Quand il était jeune, il faisait du syndicalisme contre le gouvernement. On avait vu une vidéo l'année dernière qui m'avait beaucoup amusé.
Donc, mais bon, c'est pas sérieux tout ça. Ce sont des gens, conseils scientifiques, tout ça, qui toutes leurs décisions ne reposent sur rien. C'est pour ça que moi je leur ai dit qu'ils viennent me chercher. Moi je suis prêt à répondre. Mais alors c'est intéressant justement parce que Christian Perron, vous mettez le doigt sur quelque chose qui est un peu incompréhensible pour des gens comme nous qui ne sommes pas issus de ce milieu scientifique et médical. Comment faire en sorte que les discussions scientifiques soient plus saines, plus apaisées, moins idéologisées, si j'osais? Comment ça se fait? Parce que c'est la volonté du gouvernement qu'il n'y ait surtout pas de débat. Parce que sinon, il y aura les débats, il y en aurait. Non, mais même au sein de votre corporation, vous laissez entendre que c'est très très violent aussi. Alors, il y a les médecins libéraux en ville et les médecins hospitaliers. À la rigueur, qui ne parlent pas devant les médias. La majorité des médecins de ville, des généralistes, ils sont à fond pour moi, je le sais. Même si quelques syndicats de médecins disent que Perron dit n'importe quoi, je le sais, la base. Et pour moi, j'ai des témoignages tous les jours, ils m'écrivent et ça me fait très chaud au cœur parce qu'ils voient qu'on les a manipulés. Au début, on leur a dit il n'y a pas de masque, ça ne sert à rien. Alors que le masque était très utile justement quand ils sont dans leur cabinet, quelqu'un leur crachait dessus. Là, c'est là où il faut un masque et ils n'en avaient pas. Il y en a qui avaient mis des slips sur la figure ou mis des sacs poubelles. C'est honteux. Et puis il y a même des généralistes qui étaient un peu âgés, qui avaient des gros diabètes, des facteurs de comorbidité qui sont morts. Donc là, une responsabilité directe du gouvernement qui n'a pas fourni les masques quand les masques étaient utiles. Alors que c'est moi qui avais signé le rapport quand j'étais président de la commission au Conseil de la santé publique de mémoire, c'était juillet 2010, donc c'était une dizaine d'années avant. Comment gérer les stocks de masques? Ça avait été demandé à l'époque par le gouvernement de ce temps-là. Ce qu'on a écrit dans le rapport n'a jamais été suivi. Donc les généralistes, moi je les admire, ils ont été au front. Dès qu'ils ont vu qu'il y avait des traitements qui marchaient, on leur a interdit de les prescrire. Donc les généralistes, ils me suivent, mais ils disent, nous, docteur Tartampion, je ne peux pas tout seul comme ça m'exprimer parce que je suis un petit généraliste dans mon coin. Je suis immédiatement radié par le Conseil de l'ordre des médecins. Donc ils ont peur, ils vivent dans la peur tous les jours. Et on a quand même radié quelques médecins pour l'exemple et suspendu depuis ceux qui n'étaient pas vaccinés. Bon. Après ça, les hospitaliers, c'est différent. Les hospitaliers, ils veulent faire carrière. Ils veulent faire. Alors, les plus ambitieux veulent être professeurs, les autres veulent être. Avoir les titres. Praticiens hospitaliers, c'est-à-dire même si on n'est pas professeur, on a fonctionnaire à vie dans un hôpital. Donc, ils veulent tous avoir une carrière. Et puis souvent, on peut travailler à côté en clinique en même temps, hein, non? Pas toujours. Mais, alors, il y a les grands leaders d'opinion, les grands professeurs qui ont pignon sur rue. Ils ont tous des conflits d'intérêts majeurs. Tous. Moi-même, j'en ai eu il y a longtemps, mais j'ai vite arrêté parce que je dis c'est malsain. Mais quand on est professeur, on vous dit que si vous n'êtes... Donc c'est une réalité vraiment, c'est conflit L'industrie d'intérêt. pharmaceutique a besoin de recruter les meilleurs parce qu'ils veulent avoir les meilleurs pour faire la promotion de leurs produits. Ils ne vont pas prendre les brels qui sont nuls. Hein. Je schématise. Non, mais pour comprendre ces conflits d'intérêt, quand je dis, bien sûr, je n'en doute pas que ça existe, mais à quel niveau? C'est quoi concrètement? Des prescriptions médicales, des choix de santé publique? C'est quoi? Vous êtes, on vous aborde, on vous dit voilà, vous allez rentrer dans ce qu'on appelle les boards. Alors c'est un peu les conseils scientifiques du laboratoire pour telle ou telle molécule. Ça peut être un antibiotique, un anti-VIH, un anti-hépatite C, un anti-scope parasitaire. Donc c'est prestigieux. Et quand on participe à une réunion, on peut toucher plusieurs milliers d'euros pour juste être là. Alors, il y en a qui sont très actifs, qui font plein de trucs. Il y en a juste qui posent leur derrière sur la chaise et qui ne font pas grand-chose, mais ils touchent quand même des jetons de présence, quoi. Après, il y a les invitations au congrès. Bon, je ne suis pas contre les invitations au congrès. Moi aussi, j'étais beaucoup invité dans les congrès. Mais si ça reste honnête, bon, pourquoi pas, puisque l'État ne nous invite pas dans les congrès. C'est pas les congrès le pire, hein, mais et après, vous êtes rémunéré. On vous dit, ben voilà, professeur machin, on veut lancer la grande molécule truc-muche. On fait une étude, donc vous allez être l'investigateur principal. Alors c'est très prestigieux, parce que pour toute la France, vous êtes le grand professeur qui va étudier la grande molécule. Donc vous êtes là, vous touchez des sommes énormes. Ça peut être plusieurs dizaines de milliers d'euros pour être l'investigateur principal. En général, cet investigateur principal ne fait pas grand-chose. Je sais parce que moi, je l'avais fait une fois, puis après, j'ai refusé de continuer. Mais l'industriel fait tout pour vous. Il y a le moniteur d'études cliniques qui va dans les services, qui forme les gens. Vous êtes juste là pour animer quelques réunions, pour attirer les collègues, pour dire voilà, participer à ce beau protocole merveilleux. Et puis après, alors, moi je l'ai vu parce que je l'ai vécu. Un an avant que l'étude soit commencée,
il commence à écrire au New England Journal of Medicine, au Lancet, les deux plus grands journaux, pour dire voilà, on a la molécule tartempion qui est très prometteuse. Si les résultats sont bons, est-ce que vous acceptez de la publier? Et moi j'ai vu, ces grands journaux-là sont très intéressés, parce qu'en plus l'industrie pharmaceutique leur donne beaucoup d'argent. Oui, bien sûr, si ça marche, on vous publie. Donc c'est déjà, la publication est déjà presque préacceptée avant qu'on ait les résultats un an à l'avance. Ce n'est pas des inventions, moi je l'ai vécu cette histoire-là. Et après ça, quand l'étude est terminée, que vous n'avez pas fait grand-chose, peut-être inclure quelques patients dans votre service et puis remettez les gens autour de vous. Alors, toute l'étude est moulinée dans le laboratoire pharmaceutique, donc vous n'avez pas accès aux données. S'ils veulent manipuler des données, en enlever, en rajouter, vous ne voyez rien, parce qu'il n'y a pas forcément de groupe extérieur qui contrôle. Et après ça, voilà, ils vous présentent les études, c'est merveilleux, là, ça marche. Ils ont déjà tout écrit l'article, hein, dans un anglais parfait. Et puis votre nom apparaît en première ligne, en deuxième ligne, sans que vous ayez rien foutu. C'est un petit peu, mais... Et donc, c'est ce qu'on appelle en anglais les ghost authors, les auteurs fantômes. Et je peux vous dire que beaucoup de mes collègues infectiologues dans le sida, ils font ça tous les jours. Il y en a, ils ont des dizaines d'articles dans le New England Journal of Medicine, le Lancet. Et c'est parce qu'ils ont été totalement, je dirais, manipulés, formatés par l'industrie. Bon, ce n'est pas des mauvais boucs, hein, forcément, mais ils ont touché des sommes d'argent énormes. Et après, ils vont faire toute la tournée des popotes pour dire que c'est la molécule tartempion qui est bien meilleure que la molécule du concurrent. Et ça, à un moment donné, c'est pas le rôle d'un professeur de médecine de faire ce boulot. Je veux bien que ce soit un VRP qui soit embauché. Ou un journaliste éventuellement, mais bon, en ayant fait son enquête. Alors, quelquefois, il y a des journalistes qui ont été achetés, j'en ai connu, hein, qui faisaient des journaux télévisés sur les grandes chaînes et puis qui, le soir, faisaient des pseudo-journaux télévisés pour vanter des molécules. Ben oui, déjà quand j'étais jeune assistant dans les années 80, j'avais été invité à une émission, alors je ne dirais pas de nom, hein, mais c'était sur la résistance aux antibiotiques. Et le gars qui pilotait l'émission, c'était le format d'un journal de 20 heures, et c'était un journaliste connu du 20 heures. Et voilà, il faisait un peu le journal télévisé pour mettre en avant la molécule du laboratoire qu'il avait grassement payée. Bon. Moi, je l'ai vu tout ça. Donc, Et qu'est-ce que vous pensez de l'accusation de complotistes qui frappent ceux qui dénoncent justement ces conflits d'intérêts dans la médecine? Les conflits d'intérêts, on ne peut pas les contester. Parce que vous savez bien qu'il y en a beaucoup qui vous traitent de complotistes. Non, mais complotiste, c'est un mot. De manière générale, même. C'est un mot qu'ils ont trouvé quand ils ne savent pas comment m'attaquer. Vous savez, sur la maladie de Lyme, tout ce que j'ai dit est prouvé. Parce que les gens disent Perron dit n'importe quoi, mais il n'y a que des références. Personne ne m'a attaqué sur un point précis, sauf vous dire Perron dit n'importe quoi dans son livre. Bon. Sur les deux livres du Covid, c'était pareil. Quand le premier livre est sorti, je me souviens, il y avait un professeur... Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Chez Albin Michel, c'était au mois de juin 2020. Ça venait de sortir un grand professeur de médecine. Un best-seller. Hein. Ouais, c'était un grand best-seller. Hein. Qui dit ça y est, ce livre est sorti, c'est horrible, c'est un torchon, Perron diffame les collègues, j'alerte tout de suite le Conseil de l'ordre, Perron va être... C'est à partir de là que tout a commencé au niveau des emmerdes pour vous? Oui, parce que, et en fait, j'avais attaqué personne et tout ce que j'ai dit était sourcé. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a des gens mis des cabinets d'avocats contre mes livres, ils n'ont pas trouvé un seul mot à me reprocher parce que quand j'affirme quelque chose, j'ai la preuve. Moi, je n'agis pas autrement. Et le deuxième livre, pareil. Dans le deuxième livre, qui est décidément, ils n'ont toujours rien compris, toujours chez Albin Michel, toujours un grand best-seller. Ça m'a fait plaisir l'autre jour, parce que surtout au moment de Noël, on a dû offrir mes livres à Noël, parce que quand vous regardez la liste... Les classements. J'ai regardé les classements sur politique française. Mes deux livres étaient dans les premiers, quelquefois même avant Mélenchon. Ah, mais classés dans politique française. Oui. Alors, politique, je suis un politicien maintenant. Non, mais ça veut dire que ces livres sont très suivis dans la population. Revenons juste un instant, au conflit d'intérêts. Comment lutter contre ces conflits d'intérêts? Comment y mettre fin? Est-ce que les lois actuelles sont trop timorées? Et si oui, pourquoi, selon vous, le personnel politique aux manettes ne prend pas le sujet au sérieux? C'est difficile parce que ces conflits d'intérêts, ça touche... peut-être lui-même... Ça touche pas que la médecine, ça touche corrompu. tous les milieux de l'industrie. Voilà, j'ai une de mes malades, je ne citerai pas de nom et tout ça, une malade que je suis depuis des années, qui était trader à la bourse à la City à Londres, qui a pendant des années accompagné les grands patrons du CAC 40 dans leur jet privé pour aller voir les Rockefeller, les Rothschild, et faire organiser toutes les réunions.
Mais il m'a dit, Monsieur Perron, à partir d'un certain niveau, ils ont tous des comptes offshore, ça fait partie du contrat. Alors, c'est pas écrit dans le contrat. Donc, on nous prend pour des bisounours. On sait très bien qu'il y a maintenant cette mondialisation a été voulue pour que les États soient spoliés, que les grandes entreprises ne payent plus d'impôts en France. On voit même la France avait essayé de se battre contre ce qu'on appelle les GAFA, les grands des médias qui ne payent aucun impôt en France. Ouais. Et puis Trump les avait envoyés balader en disant sinon je prends des mesures de rétorsion sur l'économie française. Donc on est complètement noyauté. Il y a une corruption mondiale colossale auprès de personnalités politiques, auprès de scientifiques, auprès d'industriels, auprès de, je sais, au niveau de magistrats européens. Moi, je ne peux pas citer des noms là, mais j'en ai des preuves. J'ai des gens qui m'ont raconté des choses absolument terribles. Et face à ce monde, qu'est-ce que c'est pour un super milliardaire de donner 1 million, 10 millions, 100 millions d'euros à quelqu'un si ça fait basculer la politique d'un pays? Pour lui, c'est que dalle, c'est un pourboire. Donc, il faut comprendre ça pour comprendre toute cette manipulation. Et avant, moi, quand j'ai connu la médecine, quand j'étais plus jeune, on était loin de tous ces soucis financiers. Et malheureusement, on voit que ça a infiltré petit à petit. Sur le sida, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été claires, qui ont été faites, infiltrées par les lobbies financiers de Big Pharma, dans d'autres domaines. Et puis on voit que les maladies qui ne rapportent pas, il n'y a pas d'aide. Regardez, Bill Gates, il a fait plusieurs fondations il y a une vingtaine d'années. Il y a eu Gavi, c'est la fondation pour les vaccins. Alors je l'ai bien connu parce que, comme j'ai travaillé à l'OMS pendant des années, j'ai bien vu comment Bill Gates et Gavi ont infiltré l'OMS, qui est devenue une succursale de Bill Gates. Maintenant, l'OMS, hein, c'est terrible de dire ça, mais c'est la réalité. Et puis à l'époque, comme je m'intéressais à la tuberculose, on m'avait approché parce qu'il y avait une fondation aussi de Bill Gates pour la tuberculose qui s'appelle TB Alliance. TB c'est TB, c'est tuberculose. Alliance c'est alliance en anglais. Donc l'Alliance mondiale pour la tuberculose. Et même il y avait un gars qui m'avait approché pour dire, professeur Perron, est-ce que vous voulez être le PDG? Parce qu'il y a des PDG dans ces associations. J'étais surpris par le terme de l'association Bill Gates pour la tuberculose. Je dis, bon, à l'époque, je pensais que Bill Gates était un vrai philanthrope. Hein, j'ai un peu changé d'avis depuis. C'était il y a 20 ans. J'ai dit, oui, pourquoi pas. Puis après, quand ils ont vu que je n'étais pas dans leur état d'esprit... Vous l'avez rencontré, Bill Gates? Non. C'était quelqu'un qui travaillait avec eux, qui m'avait approché. Et puis après, je me suis aperçu que dans les vaccins, pourquoi Bill Gates investit? Parce que Bill Gates ne dépense jamais un sou, il empoche, il amorce la pompe, mais après c'est les États qui payent et lui il se repaye derrière. Bon, je le sais parce que j'ai participé à des réunions internationales avec sa fondation. Et pour un vaccin, un nouveau vaccin, bon, il va être cher au début, donc ils vont le vendre très cher aux pays riches, ils vont faire le retour sur investissement en 1 an, donc les labos... engranger beaucoup d'argent et après ils vont le faire moins cher pour les pays pauvres, mais ils vont continuer à gagner beaucoup d'argent. Mais c'est un système économique qui marche. Enfin, les vaccins, vous dites les vaccins, mais à ma connaissance, Pfizer, c'est pas Bill Gates. Enfin, non, mais Bill Gates finance tous les politiques vaccinales dans le monde. Donc là, en l'occurrence, aujourd'hui... je ne parle pas du vaccin Covid, je parle des vaccins en général. Voilà, faites bien la distinction. Oui. Parce que maintenant, on fait la promotion de plein de vaccins. Je suis pour la vaccination, je ne suis pas contre le système, mais il y a un système économique qui, sur le vaccin, marche. Parce qu'ils font le retour sur investissement sur les pays riches parce qu'ils sont investis, et après ils gagnent plein d'argent sur les pays pauvres. Après la tuberculose, moi j'y ai cru quand on m'a proposé de m'occuper de ça avec la fondation Gates, je dis pourquoi pas. Et là j'ai vu que ça a complètement capoté parce que la tuberculose, il y a très peu de cas dans les pays riches. La plupart des cas, c'est les pays pauvres qui ne peuvent pas payer des nouvelles molécules très chères. Donc si un industriel dépense des millions de dollars ou d'euros pour développer un nouvel antituberculeux. D'abord, il ne peut pas trop faire les essais en Europe, aux États-Unis, parce qu'il y a très très peu de malades. Donc, il va faire ça en Afrique, tout ça, dans des conditions pas faciles. Et puis, une fois qu'il a l'autorisation de commercialiser, son marché, c'est que les pays pauvres. Donc, il ne peut pas facturer très cher, avoir le retour sur investissement, comme pour un vaccin. Et du coup... c'est là où j'ai vu que la philanthropie de Bill Gates, ça ne marchait pas, parce qu'il a créé en même temps sa fondation pour les vaccins, sa fondation pour la tuberculose, et j'ai vu 2 poids, 2 mesures. Il y a un endroit où il fait plein d'argent, puis il y a un endroit où il ne gagne que dalle. Et malheureusement, ça, ce n'est pas ce que devrait faire un philanthrope qui veut sauver les pays pauvres.
Alors revenons un instant sur vous, je le disais en introduction, outre votre statut de professeur de médecine, vous avez été membre de divers conseils, comités ou groupes d'experts tels que le Haut Conseil de la santé publique ou encore d'instances au sein de l'OMS. Quel est votre avis sur ces organismes consultatifs? Est-ce qu'ils sont réellement, donc au final, réellement utiles? Est-ce que leur rôle n'est pas plus politique que scientifique à bien des égards? Voilà, quel est votre avis là-dessus? Malheureusement, toutes les commissions qui sont en France au niveau international ont été infiltrés avec des gens qui ont des conflits d'intérêts majeurs. Mais c'était une politique volontaire de certains. Je ne parle pas forcément pour la France, mais je sais qu'aux États-Unis, ça a été le cas dans certaines situations. Et malheureusement, maintenant, c'est difficile dans ces instances de garantir une liberté scientifique. Moi, vous savez, j'ai présidé pendant 15 ans des commissions. Au début, ça ne s'appelait pas le Haut Conseil de la santé publique, c'était le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, qui était une vieille institution qui remontait après la Révolution française. J'étais le dernier président d'ailleurs. Et quand j'ai pris la présidence de ça, où il y avait le comité technique des vaccinations qui était intégré, que j'ai présidé aussi, donc le comité qui faisait la politique vaccinale, je me suis aperçu que les conflits d'intérêts pouvaient être majeurs, surtout sur les vaccins. À l'époque, dans le comité des vaccinations, la majorité, c'était les pédiatres qui travaillaient pour les industriels du vaccin. Moi, ce qui m'avait beaucoup choqué, une de mes premières réunions, j'étais président, c'est que le lendemain de la réunion, qui était normalement à huis clos, on pouvait faire un avis après public, mais qui n'était pas encore sorti pour dire nos conclusions. Le directeur médical d'un grand fabricant de vaccins m'appelle en disant « Monsieur Perron, pourquoi vous avez pris telle décision hier ?» Je dis, attends, c'était à huis clos, on était en petit groupe, il y a des taupes. Ouais, ça avait déjà fuité. Et c'est pour ça qu'alors, moi j'ai réagi, j'ai vu avec le directeur général de la santé de l'époque, avec le cabinet du ministre, avec une collègue qui était superbe, un médecin qui m'a beaucoup aidé pour organiser tout ça. C'est moi qui, avec elle, on a créé les chartes de conflits d'intérêts dans le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, que les gens devaient déclarer leurs conflits chaque année, avant chaque séance, que s'ils avaient un conflit, ils ne devaient pas participer à la discussion finale, ne pas participer au vote, que c'était écrit dans le compte-rendu. Et c'est moi qui ai fait retranscrire ça quand c'est devenu le Haut Conseil de la santé publique. C'est pour ça que j'ai hurlé l'année dernière, je l'ai dit publiquement à Véran, mais évidemment, il est sourd. Quand il y a eu les avis du Haut Conseil sur l'hydroxychloroquine, il n'y a pas eu de vote de la commission. D'ailleurs, dans le groupe qui a fait son avis, il y avait des gens du Haut Conseil, des gens qui n'étaient pas du Haut Conseil, on ne sait pas ce qu'ils faisaient là. Il n'y a aucune déclaration des conflits d'intérêts. Le président de la commission, la vice-présidente et 2 membres éminents étaient déjà en conflit d'intérêts majeur. Rien. Moi, je peux vous dire que pendant 15 ans, j'ai fait respecter ça à la lettre. Vous savez, présider pendant 15 ans des commissions comme ça, sans avoir de casserole aux fesses, il n'y en a pas beaucoup, parce que moi j'étais intègre. Et ça, on peut me reprocher ce qu'on veut, mais là, je n'ai jamais cédé là-dessus. Et là, je suis écœuré parce que tout ce qui s'est passé là est totalement illégal. Le Conseil scientifique, un petit mot là-dessus, créé pour apporter son expertise au gouvernement et au président de la République lors de cette crise. Donc, quel est votre avis dessus? Vous n'avez pas été appelé pour en faire partie, je suppose. Alors, vous étiez pourtant considéré comme l'un des plus grands spécialistes des maladies infectieuses. C'est quoi? C'est un conseil fantoche selon vous? C'est un conseil qui est là pour arranger Emmanuel Macron et le gouvernement, parce que ce conseil n'a aucune légitimité officielle, sauf la légitimité de la décision du président, du monarque. Mais sinon, sans parler que beaucoup les décisions sont prises en conseil de défense. Voilà, complètement secrètes, on ne sait pas sur quoi ils s'appuient, ils ne donnent jamais leur justification quand ils prennent des décisions. Et puis, ils n'ont pas été élus par leur père, ils n'ont pas été choisis. Moi, alors c'est vrai que du temps du Conseil supérieur d'hygiène, quand on était président, on était nommé par le ministre. Bon, j'avais été nommé par le ministre de l'époque, qui était Kouchner, je crois, je ne sais plus. Mais après, quand c'était le Haut Conseil, c'était les membres du Haut Conseil qui votaient pour leur président. Et à chaque fois, ils m'ont réélu président parce qu'ils appréciaient ce que je faisais, mais il y avait une légitimité, il y avait une pour être membre du Haut Conseil, il y avait des appels d'offres, il fallait soumettre un CV qui était revu par des scientifiques de l'INSERM, du ministère, de plein d'endroits. Il y avait quand même une sorte d'examen de passage sur votre CV, votre histoire, pour être membre. Et après, chaque membre élisait le président. Donc c'était comme une sélection qui venait je dirais, un petit peu de la base. Après, l'administration disait, OK, on adoube
cette formation, ce groupe et ce président. Là, ce conseil scientifique à l'Élysée, il est tombé du ciel comme ça, c'est totalement obscur. C'est un petit groupe qui fait ce qu'il veut. Il peut violer la santé des Français, martyriser les Français dans leur vie de tous les jours de façon horrible. Ils n'ont aucun compte à rendre. Mais ils rendront des comptes devant les Français, ça je vous le dis, j'en suis convaincu. Ça ne peut pas durer comme ça. La France est dans un état de maltraitance. On ne peut pas maltraiter le peuple français comme ça aujourd'hui, je suis désolé. Ça vous a choqué quand le président de la République, il y a une semaine, a dit... le président, il faut qu'il démissionne, c'est plus possible. J'ai honte pour la France, et d'ailleurs ça fait le tour du monde. C'est honteux, ces propos. Donc d'emmerder tous ces gens qui... Oui, non, mais c'est pas possible de voir ça. Mais ça ne m'étonne pas, parce qu'il a un dédain pour le peuple qu'on avait déjà repéré. Alors, Christian Péronne, revenons donc maintenant sur votre rôle, justement, votre avis et votre trajectoire depuis l'émergence de cette pandémie de Covid-19. D'abord, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, Christian Péronne, puisque, je le rappelle, donc, pour les gens qui nous regardent, vous n'êtes plus depuis 1 an déjà le chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, puisque vous avez été démis de vos fonctions par le président de la PHP, Martin Hirsch. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler pour quelles raisons vous avez été en quelque sorte viré de votre travail? C'était à la suite donc de ce premier livre dont vous parliez. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Est-ce que vous avez attaqué la décision de vous démettre de vos fonctions? Alors, Martin Hirsch m'a convoqué un matin à 7 h du matin dans son bureau. C'était en décembre, un peu avant Noël l'année dernière. Il m'a remis une lettre en disant, voilà, je vous démets de vos fonctions de chef de service parce que pour des propos indignes, parce que vous avez été responsable de menaces de mort contre un jeune collègue de l'assistance publique, et puis je ne sais plus quoi. Bon. Bon? Alors, ces attaques contre le jeune médecin en question, qui était un interne à l'époque, il est devenu assistant au mois de novembre l'année dernière, mais il était encore interne quand il a eu ces attaques. Je ne connaissais même pas ce médecin qui travaille avec Yazdan Pana dans le service de Bichat. J'ai découvert son existence en juillet 2020 parce qu'il a lancé une pétition nationale pour que je sois radié par le Conseil de l'Ordre. C'était un petit interne. Hein. Bon, quand même, avec ma carrière, je veux bien qu'un petit interne... Enfin, quand même, c'était très choquant. Il se prend pour la science infuse. Bon. Il fait une pétition. Je suis convoqué devant le Conseil de l'Ordre grâce à lui, je dirais, en juillet l'année dernière. Bon, ça s'est bien passé. Ils ont compris qu'il y avait quand même un petit problème. Et puis, ce gars-là a reçu des... La première fois que je l'ai cité dans les médias, parce que pendant l'été 2020, je ne connaissais même pas, à part cette histoire de pétition, comme ils ont tout fait de publier un article pour dire que la chloroquine ne marchait pas avec quelques copains suisses. Et l'article était complètement biaisé, ne prenait pas en compte plein d'études, ça n'allait pas du tout. Donc, j'ai commencé à je n'ai même pas cité, j'ai dit à un interne de Bichat, je me souviens, c'était le 31 août 2020, dans l'émission Les Grandes Gueules. Pas, hein, de peur de... Peut-être qu'ils vous rattaquent à nouveau, non? Oui, mais de toute façon, après, je l'ai cité une ou deux fois plus tard, mais je l'ai cité tardivement. Donc, avant 31 août 2020, je ne l'avais jamais cité, même nommément. Mais les faits avaient été prouvés ou pas? Mais non, parce que lui, il avait balancé des tweets, parce que moi, je ne suis jamais sur Twitter, mais les gens m'envoient des tweets, et ça faisait déjà plusieurs mois qu'il m'insultait sur les tweets, du genre, Péronne, il est temps qu'il dégage, il y aura moins de morts parmi ces malades, quoi. Je ne sais plus le terme exact, mais enfin, c'était comme des choses assez déplaisantes. Bon, j'ai laissé couler en disant, bon, c'est un petit jeune qui ne sait plus où il en est, il dit n'importe quoi, mais enfin, j'aurais pu l'attaquer en diffamation. Alors, il y a eu plein de tweets. Alors, finalement, comme ces tweets ont été enregistrés par huissier, parce que la langue, ça commence à bien faire, et dans ces tweets, il dit « Ah ben, ça fait 4 mois que j'ai des menaces de mort. » Donc, c'est que les menaces de mort, il les avait déjà eues en avril 2020, 4 mois avant que je le cite pour la première fois. Et ce petit gars, il a tout fait d'aller dire à Martin Hirsch, d'aller dire au professeur Rioux, qui est le chef du service des urgences de la Pitié, qui est le doyen des doyens d'Île-de-France, que c'était à cause de moi qu'il avait reçu des menaces de mort, mais c'est dégueulasse. Et Rioux m'a écrit une lettre que j'ai gardée pour l'histoire, en disant, professeur Péronne, vous n'êtes plus digne d'encadrer des étudiants parce que vous êtes responsable de menaces de mort contre des jeunes médecins. Et évidemment, j'ai porté plainte au pénal pour dénonciation calomnieuse. Ça a été classé par le procureur. Pour l'instant, il y a une deuxième procédure que je n'ai toujours pas de nouvelles depuis 1 an. J'ai porté plainte contre lui au Conseil de l'Ordre des médecins.
pas de nouvelles. Donc je dis, il doit être protégé parce que c'est pas possible. Moi j'ai toutes les preuves de la dénonciation calomnieuse, de la diffamation. Alors, outre évidemment ce que je comprends tout à fait si vous avez été injustement attaqué par ce monsieur, est-ce que quand même, Christian Peron, à la lecture des événements qui vous ont coûté votre poste, vous, pardonnez-moi cette question franche, mais est-ce que vous ne regrettez quand même pas certains propos que vous avez pu tenir ou certaines prises de position quand même, il faut l'admettre, assez polémiques que vous avez tenues? Je regrette rien parce que, avec le recul, tout ce que j'ai dit est archi prouvé. Qu'on me cite un seul exemple où j'ai dit. Non, mais ça vous a coûté votre poste mais je m'en fous. avantageux. Avantageux. Je suis ravi de plus être chef de service. Ça m'a donné du temps libre pour faire. Je continue à avoir beaucoup de malades en consultation. Je suis toujours médecin. Vous exercez toujours? Oui, mais ça se termine au mois de mars, je prends ma retraite. D'accord. Après, je continuerai peut-être plus sur la recherche, je ne sais pas, on verra. Donc, ça n'a pas bouleversé ma vie, sauf que ça m'a donné plus de liberté. Mais tout ce que j'ai dit, il n'y a pas un seul endroit où on a pu montrer que ce que j'avais dit était faux. Je suis content parce qu'il n'y en a pas beaucoup quand même. Depuis le début, j'ai commencé en mars 2020 jusqu'à maintenant, j'ai toujours tenu le même discours. C'est vrai. Que j'ai adapté la situation. Mais... Je vous ai reçu 3 fois et j'avoue qu'il y a une constance. Et j'ai jamais lâché. Ça, et tout ce que j'ai dit, qu'on vienne me chercher un seul truc que j'ai dit qui ne s'est pas avéré vrai. Même quand j'ai dit l'été dernier, attention cet hiver, ça va être les vaccinés qu'il va falloir isoler. Alors, il y a eu un tollé, maintenant c'est la preuve. Maintenant l'épidémie elle est chez les vaccinés, les cas graves c'est chez les vaccinés. C'est comme ça, c'est des faits. Alors c'est masqué par les autorités qui disent non, mais c'est les faits sur le terrain. Alors si la France ne le reconnaît pas, c'est reconnu maintenant en Grande-Bretagne, en Israël ou ailleurs. Donc, vous voulez dire qu'il y a des cas graves chez les vaccinés? Bien sûr, moi je ne veux pas trop le dire parce que je vais être attaqué par le Conseil de l'ordre, mais j'en avais parlé à CNews sur les données anglaises. Après, il y a eu les données portugaises qui confirment ça. Christian Peron, donc on a bien compris que Macron et Véran sont pour vous des incapables, mais quand même, moi, ce que j'ai pas prononcé ça. Non, mais bon, c'est ce que vous pensez, je pense. En tout cas, ce que j'aimerais comprendre quand même, et là c'est pour évidemment me faire le porte-voix quand même de ceux qui non pas ne vous croient pas, mais en tout cas s'interrogent quand ils vous écoutent ou vous regardent, même si ça devient de plus en plus rare, hein, puisque vous êtes victime souvent de censure. Et la question que beaucoup pourraient vous poser, et moi le premier, c'est comment vous expliquez quand même, malgré tout, Christian Peron, que la plupart des grands pays du monde aient pris quasiment tous les mêmes décisions, appliquer les mêmes politiques de confinement, de couvre-feu, de vaccination et j'en passe. Voilà, c'est quand même... C'est très simple, c'est que les pays riches, sous influence de Big Pharma et des milliardaires mondiaux qui veulent instaurer le nouvel ordre mondial, maintenant ils s'en cachent même plus. Mais si vous regardez tous les pays plus pauvres d'Afrique, d'Asie, alors pas tous en Asie... Tous les pays auraient été corrompus au même moment. Bien sûr, c'est une évidence, puisque tout est orchestré simultanément d'un pays à l'autre. Regardez les pays qui n'ont pas suivi les directives internationales de l'OMS ou de Big Pharma, il n'y a plus d'épidémie. Le seul qui Au Vietnam, il n'y avait quasiment pas d'épidémie. En plus d'un an, ils avaient quelques dizaines de morts. Au Vietnam, c'est des... Donc vous auriez raison contre tous? C'est pas moi, c'est tout le monde qui a raison. Moi, je ne suis pas seul dans le monde. Je peux dire qu'il y a des milliers de médecins qui me soutiennent. Dans le monde entier, il y a des prix Nobel, des grands virologues, des grands chercheurs aux États-Unis, des gens qui ont eu les postes les plus éminents dans les administrations qui disent la même chose que moi. Non, mais le réveil de grands professeurs en France notamment, il n'y en a pas des gens comme vous qui se réveillent? Parce qu'ils ont la trouille, ça, ils sont menacés. Moi, j'ai pas la trouille, je m'en fous. S'il me radie, je serai radié, j'aurai une parole plus libre. Ça n'a jamais été au-delà de ces sanctions-là. Vous n'avez pas reçu de menace? J'ai pas reçu de menace physique, mais ça peut venir, on ne sait jamais. Bon, moi, je veux qu'on regarde de façon objective. Les pays riches sont les pays, c'était le plus terrible. Regardez, il y a eu j'avais dit l'année dernière, il y a eu plus de morts en France que dans tout le continent africain. Alors, c'est quand même bizarre. Et quand on regarde le continent africain, la moitié des morts, c'est en Afrique du Sud, qui est le pays le plus influencé par Big Pharma et l'industrie internationale. Ça pose question. Le meilleur exemple, je parlais du Vietnam. Bon, tant que le Vietnam, il n'y avait pas de vaccination, ça se passait très bien. Le ministre a voulu imposer la vaccination, boum, épidémie, il y a eu des morts. L'Inde, c'était pareil. Puisque l'Inde, c'est beaucoup d'États un peu indépendants. La plupart des États indiens traitaient à l'ivermectine, ce qui marchait merveilleusement avec le zinc, l'oxycycline, la vitamine D. Ils distribuaient même à la population des petits sachets, il y avait tout dedans, soit gratuitement, soit pour pas cher.
Et puis il y a quelques États indiens sous influence de Big Pharma qui ont inoculé massivement ces substances dites vaccinales, qui ont donné du remdesivir, et ça n'a pas loupé. Tout de suite, grande épidémie dans ces États indiens, il y a eu des morts, c'était au début de l'été dernier. Hein. Et jusqu'à ce que le gouvernement indien ouvre les yeux et dise bon allez stop, on arrête ces inoculations, ivermectine pour tout le monde. Et maintenant là, en Inde c'est presque terminé. 1 milliard, presque 400 millions d'individus. Donc ça, s'il n'y a pas une belle démonstration comme ça, grandeur nature, alors je veux bien qu'on dise que je suis tout seul dans mon coin à dire ça, il faut que les gens regardent ce qui se passe à l'extérieur. Qu'est-ce que vous répondez justement à ceux qui vous classent dans les antivax alors que vous aviez vous-même travaillé par le passé sur certains vaccins? Ah ben, moi j'étais... Vous êtes plutôt anti. J'ai défendu les vaccins bec et ongle, même Philippe Douste-Blazy peut s'en souvenir, parce que c'est moi qui étais dans les médias pour défendre le vaccin d'hépatite B à l'époque. Je suis désolé, moi j'ai toujours été à fond pour les vaccins. Moi je suis un élève de Pasteur. Mais c'est ces vaccins-là qui posent... C'est pas un vaccin. C'est le plus grand mensonge de cette épidémie, c'est d'avoir fait croire que c'était un vaccin. Les vrais vaccins, moi je suis à fond pour, je les ai défendus. J'ai présidé la politique vaccinale française pendant des années. J'ai vice-présidé la politique vaccinale de l'Europe à l'OMS pendant des années. Donc s'il y a un expert national et international qui connaît bien les vaccins, je pense que c'est moi. Et que quelqu'un vienne me montrer que j'ai une seule fois une position anti-vaccinale, je le veux ici, à mes pieds. Parce que quand tous les imbéciles disent sur Internet, Perron c'est un anti-vax, ils connaissent rien au vaccin, qui viennent m'expliquer, qui me donnent des arguments. Tous ces produits sur le Covid-19, ce ne sont pas des vaccins. Je suis fier de l'avoir écrit il y a 1 an. Une lettre publique avait circulé, qui avait même été traduite en anglais. Et tout ce que j'ai dit à l'époque se révèle vrai. Ça n'empêche pas la transmission, ça n'empêche pas de faire la maladie, ça n'empêche pas de faire les formes graves. Et puis même, dans certains cas, il y a plus de morts quand on est inoculé. C'est comme ça. C'est la démonstration public. Alors je veux bien qu'on me radie parce que je dis ça, mais je serais radié, mais je serais fier d'avoir défendu la vérité scientifique. Selon vous, c'est ce qu'on appelle, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire encore aujourd'hui, vaccination. Est-ce qu'elle va nous être imposée à vie, au moins à très long terme? On parle évidemment de 3e dose, voire de 4e dose bientôt. Tous les 4 mois, on doit se faire vacciner. Ça n'a aucun sens. Un vaccin qui marche, on peut faire 2 doses, il faut un rappel, mais là on voit que ça ne marche pas. 1 dose, 2 doses, 3 doses, on va nous imposer 4, 5. Et surtout, à la limite, si vraiment ils faisaient des études sérieuses pour montrer qu'il y avait besoin de 3 doses, de 4 doses, bon, je m'inclinerais s'ils montraient que ça marchait. Déjà, les études pour les premières doses, on sait maintenant que certaines ont été frauduleuses et truquées. Bon, on le sait, les médias n'en ont pas parlé. Très bien, le ministre n'a pas changé sa politique alors qu'il s'appuie sur des études frauduleuses. Très bien. Mais alors après qu'on nous dise qu'il en faut 3, 4, 5, 6, et Macron qui avait dit l'autre jour il en faut tous les 4 mois, ça sort d'où? Ça sort du chapeau? Il n'y a aucune étude qui me donne une seule étude. Moi, je veux bien que je sois complotiste, que je raconte n'importe quoi. Moi, j'étais un scientifique reconnu au plus haut niveau de l'OMS. Je peux vous dire que quand l'OMS présidait des séances toute la journée, il y avait plus de 1000 participants. Et l'Europe de l'OMS, c'était aussi toute l'ex-URSS, ça allait jusqu'à Vladivostok, tous les pays d'Asie centrale. Elle avait une influence. Il y avait l'Israël, la Turquie, c'était la grande Europe de l'OMS, qui est beaucoup plus large que l'Union européenne. Et j'ai présidé pendant des journées entières, des sessions, alors c'était en anglais, c'était avec des tas de dirigeants du monde entier. Je sais ce que c'est que la politique vaccinale nationale, internationale. J'ai assisté malheureusement à la colonisation de Gavi, la fondation de Bill Gates pour les vaccins, qui a petit à petit acheté l'OMS. Ça m'a désolé parce que j'ai vu la mise sous influence de l'OMS et je l'ai vécu, je l'ai vu. J'ai vu des copains qui avaient des fiches de paye de la fondation Bill et Melinda Gates comme fonctionnaires de l'OMS. Ça m'a choqué parce que maintenant l'OMS est devenue une entreprise privée au service de Big Pharma. Quand j'étais à l'OMS, je me souviens, il y avait la pause café, il y avait la séance plénière, et il y avait un gars assez important dans l'industrie pharmaceutique française sur les vaccins. Après l'affaire Cahuzac, il me dit « Ah ouais, monsieur Perron, vraiment, Cahuzac, ça nous embête parce qu'il nous coûtait cher, mais au moins avec lui, on était sûr que les dossiers passaient très vite dans toutes les commissions. » Il me l'a dit comme ça. Et puis, j'avais adoré, une fois, il y avait le PDG de la Fondation Gavi qui montrait des courbes en disant « Regardez, c'est fantastique, grâce à Bill Gates, on a donné des millions de vaccins en Afrique, on va sauver plein d'Africains. » Puis après, il y avait un Français qui était d'une organisation non gouvernementale qui a présenté un diaporama qui disait « Très bien, monsieur, ce que vous avez fait, mais regardez où sont vos vaccins. » Et il montrait des photos. C'était en séance plénière à l'OMS, hein, j'étais là, hein, c'est pas des fake news. Hein. Et des photos, il y avait des milliers de caisses de vaccins qui étaient stockées sous des hangars en tôle ondulée, en plein soleil, près des aéroports, dans je ne sais pas quel pays africain. Et
Et alors le gars, il est devenu blême, hein, je peux vous dire, parce qu'il n'était pas bien, pas très content qu'on lui mette le nez dans son caca comme ça en public devant toute l'OMS. Mais c'est hallucinant. Et après, l'année d'après, quand il est revenu, il a dit ouais, on a investi dans la chaîne du froid. En plus, c'est des vaccins qui théoriquement doivent être transportés même au fin fond de la brousse que à 4 degrés maximum. Alors, vous imaginez quand il fait 40 en Afrique toute la journée, l'investissement colossal pour faire une vraie chaîne du froid. Et c'est pas respecté. Donc tout ce que regardent ces gens-là, c'est combien on a vendu de vaccins, combien ça a rapporté. Puis après que ce soit distribué là où il faut, ils en ont rien à foutre. Et moi, je l'ai vu, ça m'a profondément choqué. Moi, l'OMS, c'est une structure pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Puis il y a des gens de l'OMS qui me le disent eux-mêmes, ils sont mal à l'aise actuellement parce qu'ils sentent que c'est infiltré par des puissances commerciales qui n'ont rien à voir avec la mission initiale de l'OMS. Christian Perron, on va bientôt arriver, oui, déjà au terme de cet entretien. Avant de se séparer, j'aimerais vous demander, est-ce que vous pensez qu'il sera possible un jour d'apaiser cette société si divisée par cette crise? On a la sensation que plus aucun débat n'est possible, que toute discussion tourne immédiatement à l'affrontement et à la haine. Il suffit d'arrêter la crise, c'est très facile, on isole les gens, on les traite, et puis voilà. Et puis il n'y aura plus de débat. Mais ce qui est insupportable, c'est qu'on utilise un virus qui maintenant, Omicron, il est anodin, quoi. Il y a encore quelques décès malheureusement, mais très peu. C'est un virus qui n'a rien à voir avec le virus initial. Il y a beaucoup de cas, mais voilà. On ne peut pas prendre prétexte d'un virus qui est pas pire que n'importe quel virus grippal ou respiratoire habituel pour justifier une tyrannie, non seulement une tyrannie sanitaire, mais une tyrannie politique, une restriction de toutes les libertés, et à imposer des mesures qui sont totalement abjectes. Moi, je suis français, je pense qu'il faut sauver notre République, il faut nous libérer de ces gens qui font n'importe quoi, qui prennent prétexte de la santé pour nous opprimer. Et Christian Perron, candidat à la présidentielle, ça pourrait être envisageable? Non, moi je ne veux pas faire de la politique. Alors, oui, mais vous en faites quand même, malgré vous. C'est ce que vous dites. Après, s'il y avait un président qui me plaisait... Alors, justement, l'élection présidentielle, ce sera la dernière question. L'élection présidentielle là, qui arrive dans quelques mois, est-ce que vous pensez qu'elle peut encore changer la donne, qu'elle peut changer quelque chose? Le Covid-19 va être l'un des principaux enjeux de cette campagne. Est-ce que vous voyez un ou deux candidats ou plus ou moins? Je ne vois pas. Parce que j'ai l'impression qu'à droite, à gauche, ils sont. Bon, quelquefois, ils attaquent un peu mollement le gouvernement. Mais Éric Zemmour a promis qu'il allait abolir le pass sanitaire au vaccinal une fois élu. Ben, ça, c'est bien. Vous êtes proche de quelques personnalités, Florian Philippot? Pour l'instant, non. Mais Aucune. Je ne veux pas me mouiller ni à l'extrême droite ni à l'extrême gauche. Je regarde, on verra. Mais je suis inquiet. En même temps, vous me dites qu'il ne faut pas se mouiller, mais c'est aussi le seul moyen de faire changer les choses aujourd'hui. Il faut voir un petit peu ce qui va émerger dans les semaines qui viennent. Pour l'instant, je n'arrive pas à y voir clair dans tous ces candidats. Quand je vois les républicains qui sont tous pour l'obligation vaccinale, qui vont voter le petit doigt sur la couture du pantalon à l'Assemblée, les socialistes, c'est pas mieux. Même Mélenchon, qui était la grande gueule, maintenant il est couché, quoi. Je reconnais plus la politique française, là, je suis un peu perdu, là. Bon, eh bien écoutez, en tout cas, voilà, ce sera le mot de la fin. En tout cas, on espère malgré tout qu'il y aura un petit peu d'espoir au bout du compte. Vous voyez quand même la fin de la crise? Mais la crise, si Omicron vraiment dévaste la planète comme aujourd'hui, c'est très bien, c'est un don du ciel parce que ça va immuniser tous ceux qui n'avaient pas fait le virus de façon naturelle. La fameuse immunisation collective, c'est ça? Naturelle, oui, oui. Moi, je suis ravi qu'Omicron circule parce que beaucoup de gens sont touchés actuellement, mais ils font des formes bénignes, ils s'immunisent. Après, alors, ils peuvent nous sortir un nouveau virus, une nouvelle crainte de je ne sais pas quoi, mais je ne vois pas trop comment ça peut continuer comme ça éternellement, hein. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Un grand merci, mon cher Christian Perron, d'avoir accepté cette nouvelle invitation dans Les Incorrectibles et d'avoir participé en quelque sorte à cette première, à savoir qu'une émission débute sur une plateforme et se termine sur une autre, à savoir la plateforme Getter. Getter qui est notre nouveau partenaire et nous en sommes particulièrement fiers dans Les Incorrectibles. Une plateforme Getter où il n'y a aucune censure. Quant à moi, je vous retrouve pour un nouveau numéro des Incorrectibles. Ce sera dimanche prochain à 18 h, comme chaque semaine. Et d'ici là, je ne cesse de le dire, restez incorrectibles. Take on the world.
check on the world.